Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux dans cette nouvelle salle pour Tip & Shaft Connect. C'est la 9e édition. Est-ce que certains d'entre vous étaient déjà là en 2017 à Nantes pour la première édition? Pas mal. Eh bien, nous avons battu notre record de vente de billets de 2017 pour la première fois, donc on est assez contents. C'est aussi pour ça qu'on avait décidé de venir à Lorient pour la première fois, alors qu'on est d'ici et que c'est ici qu'est basée une grande partie de l'écosystème. Donc on a fait ce choix-là et pour l'instant, c'est plutôt un pari gagnant. Donc on est ravis d'être ici, dans le Palais des Congrès. Vous voyez qu'on a le potentiel pour mettre encore plus de monde. Donc on espère pouvoir encore faire grandir Connect. Aujourd'hui, comme tous les jours, mais en particulier aujourd'hui, dans ce type de conférence, on est au cœur de notre mission, qui est d'animer et de mettre en marche l'écosystème de la voile de compétition. Et on est très heureux d'y être au centre et de l'animer, de le faire bouger, de le faire débattre, de l'informer aussi. C'est ce qu'on essaye de faire. Je vais vous parler rapidement de Tip & Shaft parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois et ces dernières années chez nous. Vous nous connaissez pour la voile, évidemment, depuis 10 ans. On va fêter nos 10 ans en novembre, le 500e numéro de la newsletter et les 10 ans de Tip & Shaft. Donc on va réfléchir à faire quelque chose, une petite soirée. Je ne sais pas encore, je n'ai pas consulté, on n'a pas mis au sujet des discussions entre associés. Vous avez Axel Capron et Frédéric Chevance qui sont là-bas avec les chemises blanches. Vous le savez peut-être, on s'est lancé dans le trail en 2023, à l'été 2023, on a ouvert une nouvelle verticale avec la même mécanique et les mêmes manières de faire que dans la voile, en lançant une newsletter à l'été 2023, puis un Mile & Stone Connect, c'est le nom de la verticale, Mile & Stone, dont la première édition a eu lieu en février 2024, et la deuxième édition a eu lieu il y a une semaine à Annecy, et on a lancé également un podcast, toujours au printemps 2024, et on a ouvert une troisième verticale cet hiver, puisqu'on a racheté un festival du film de vélo qui s'appelle Tous en selle, et donc on a ouvert une nouvelle verticale vélo, c'est la troisième de Tip & Shaft. Alors aujourd'hui, on est encore, la majorité de notre activité est encore dans la voile, mais aujourd'hui déjà plus de 25% de notre chiffre d'affaires est issu d'autres sports que de la voile. Et donc on va continuer à développer ces verticales, à les enrichir. Vous nous connaissez aussi peut-être pour le Sailors Film Festival. Alors aujourd'hui, on a une équipe qui est déployée sur plusieurs fronts. Ils sont dans la salle en partie. Vous avez Sébastien Scotto là, qui est avec son appareil photo. Tu lèves la main, Seb, qui est notre responsable commercial juste là. Vous avez Alexis Ivonou qui est derrière à la régie pour ce soir. Vous avez Violette Genot qui doit être encore en bas à l'accueil. Et puis on a une équipe qui est sur le Sailors Film Festival qui est en ce moment. On avait plus de 700 spectateurs hier soir à Nantes, dans 2 salles. Et on a franchi ce matin les 10 000 spectateurs de la tournée du Sailors Film Festival dans 25 salles. Donc pour nous, c'est une étape assez importante de franchie. Donc au total, c'est 9 personnes qui travaillent dans l'équipe. On a Antoine qui s'occupe de Tous en selle, Hermine qui est sur le Sailors Film Festival, que j'ai cité. On a Ross qui s'occupe du développement de Tous en selle à l'international avec Frédéric qui est là. Et on a Flavie, notre stagiaire, qui est à l'accueil ce matin. Voilà, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on n'a pas eu le temps de communiquer, parce que l'hiver a été très dense et très animé chez nous. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, Tip & Shaft, c'est encore et beaucoup de voile, mais ça n'est pas que de la voile. Si ces autres sujets vous intéressent, n'hésitez pas à venir nous en parler aux multiples pauses de la journée. J'en ai fini pour Tip & Shaft, voilà. Si vous ne parlez pas français, if you don't speak French, we have a translation app which is Interprefy. You just have to scan the QR code right here. Please take a picture of this slide if you want to have translation from French to English. Et nous aurons une intervention qui sera mi-français, mi-anglais autour de CellGP. Et donc, si vous êtes français et que vous ne parlez pas suffisamment anglais ou que vous voulez vraiment avoir la version en français, vous pouvez aussi vous connecter et télécharger cette application. Ça vous permettra d'avoir la traduction en direct sur votre téléphone. Soit vous avez du texte, soit vous pouvez brancher votre casque et écouter la traduction. Voilà, les miracles de l'intelligence artificielle. Vous avez aussi un petit groupe WhatsApp où vous pouvez poser vos questions, échanger les plans de covoiturage, tout ça. Vous avez reçu tout ça par mail hier, normalement, si
Ça a passé les barrières spam. N'hésitez pas à scanner ça et vous pouvez transférer vos questions, vos remarques, vos critiques, vos compliments aussi. Évidemment, on peut faire depuis presque 10 ans une conférence sur le business et l'impact de la voile de compétition et oublier de parler des partenaires. C'est exactement ce que j'ai fait en introduction. Bravo. Donc je vais quand même prendre le temps de le faire. Voilà, les cordonniers, tout ça. Ils sont affichés juste en bas et je voudrais juste, ils vont lever le bras quand je vais parler d'eux. Talweg, qui est à nouveau partenaire qu'il était déjà. Monsieur Guéo, voilà, il est là. Lève bien la main si on veut venir discuter avec toi et qui est un spécialiste des dossiers assez complexes de subvention et notamment du crédit impôt recherche. Je le pitch assez mal, mais tu pourras le faire beaucoup mieux que moi. Et en tout cas, il travaille avec de nombreuses équipes dans la course au large. Un fidèle d'entre les fidèles, je ne sais pas où il est dans la salle. Sobot, Grégory, je ne sais pas. Ah, il est là, voilà, au premier rang, bien sûr, et qui est là depuis le premier jour, depuis 2017. Et ce sont les maquettes, et notamment, je ne dis plus jamais petite maquette en papier, tu as bien vu, Grégory, notamment celle qui est juste à côté du petit bureau, qui sont maintenant des maquettes en dur, faites avec des chutes de résine des chantiers. Nos amis de Duquesne, qui font leur retour aussi, qui sont là-bas, qui viennent de l'aéronautique, mais qui maintenant travaillent beaucoup dans la voile de compétition, et qui ont notamment construit, entre autres, les petits dodos. Ils ont un stand que vous pourrez voir à la pause. Nos amis d'Azimut, j'ai vu Jean-Marie et Stéphie, levez bien la main, voilà, ils sont là-bas, et qui ne font pas que le défi Azimut, mais proposent aussi des solutions numériques, je cherchais le terme, pour les entreprises, et vous pourrez aussi les voir notamment pendant les pauses, et malgré tout, il y a un défi Azimut mi-septembre, comme d'habitude. La filière maritime du Crédimut Arkea Crédibail, ils sont venus en force aussi, je vais vous demander de lever la main au premier rang. Voilà, c'est aussi le banquier de Tip & Shaft, donc je fais attention. Et ils interviendront tout à l'heure pour un sujet assez épineux qui est le financement des bateaux de course. Nos amis de Disobey, il y a Valérie qui est là. Je ne sais pas si Yannick est arrivé. Pas encore, voilà. Qui peut maintenant fièrement mettre sa 3e étoile comme sur le maillot de l'équipe de France de foot, puisqu'ils ont accompagné 3 victoires dans le Vendée Globe. Et puis, Sport Business Club, Bruno Fraioli, qui n'est peut-être pas encore arrivé, je crois, je ne sais pas s'il est encore arrivé, mais qui nous accompagne sur la plupart de nos événements professionnels. Voilà. J'ai corrigé mon erreur de départ, ce qui va nous permettre de lancer la journée avec, vous savez que nous on aime bien, j'allais dire mélanger les genres, mais plutôt essayer de traiter les choses de manière transversale. On travaille avec Brut chez Tip & Shaft depuis ce dernier Vendée Globe, donc on les connaissait de nom et de réputation, on les connaît un petit peu mieux, et vous savez notamment qu'ils parlent à une audience que nous, dans la voile de compétition, on a un peu plus de mal à toucher, qui sont les jeunes, la jeunesse. C'est le média leader de très très loin sur ces audiences-là. Et donc, on a demandé à Brut et à Yann Le Priol de venir nous raconter un petit peu la vision qu'ils avaient eue du Vendée Globe. Ils ont été très actifs sur le Vendée Globe. Ils ont une vision qui n'est pas une vision de spécialiste, qui est une vision de généraliste et qui est particulièrement intéressante. Et donc, pour introduire cette journée, on prend un regard extérieur de non-spécialistes qui va venir nous expliquer comment Brut et ce média massif, qui parle à des audiences auxquelles nous on a plus de mal à parler, comment ils ont traité et vécu le Vendée Globe avec quelques chiffres et quelques analyses extrêmement intéressantes. Donc je vais demander à Yann Le Priol de me rejoindre sur scène. Vous pouvez l'applaudir. Tu vas prendre un micro au passage, Yann. Voilà, et tu as la zapette. Voilà, à toi de jouer. Ouais, est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Merci beaucoup de me recevoir. Donc, je m'appelle Yann Le Priol et effectivement, malgré mon nom de famille, et même si vous aurez pu deviner que je viens de pas très très loin, je suis extérieur au monde de la voile. Et avec Alice qui m'accompagne, on fait partie de l'équipe partenariat chez Brut. C'est-à-dire qu'on crée des partenariats avec des annonceurs, avec des associations, des fédérations, etc. Pour mettre notre expertise en termes de storytelling, en termes de manière de raconter des histoires, notamment sur les réseaux sociaux, et nos audiences à dispo des partenaires avec qui on travaille. Donc nous, chez Brut, il y a un point qui est primordial, c'est que comme on a un média social, on a besoin de savoir qu'est-ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Ça paraît tout bête, mais en permanence, on a des équipes de data, maintenant on utilise aussi des outils IA, qui sont là pour analyser est-ce qu'il y a des phénomènes en social, est-ce qu'il y a des conversations sur les réseaux sociaux qui arrivent pour qu'on puisse intégrer ces conversations et pouvoir tout simplement grossir notre audience. Et vous avez dû recevoir le
les chiffres, enfin le communiqué de presse qui vous a été communiqué la semaine dernière. De la conversation sur le Vendée Globe, il y en a eu énormément. On parle de millions de gens qui ont discuté sur les réseaux sociaux du Vendée Globe. Et nous, forcément, en tant que médias, certes non spécialistes dans le sport, c'est des choses qu'on doit observer et qu'on doit intégrer. Brut, peut-être ceux qui ne nous connaissent pas, en plus, vu qu'il y a des gens qui sont peut-être non francophones, Brut, on est un média qui existe depuis novembre 2016, donc on a à peu près 8 ans. On est cette génération de médias, on était les premiers en France à faire ce qui, avant, quand vous étiez un média, vous aviez les réseaux sociaux étaient avant tout un moyen de driver du trafic vers votre site web. Il y a un nouveau Premier ministre, découvrez son nom. Il faut cliquer et vous allez sur le site et on vous donne le nom du Premier ministre. Nous, on était le premier média en France à donner l'information directement en natif sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de sortir des réseaux pour avoir l'information, et sous le format vidéo. 8 ans après, on est devenu de très loin le plus gros média en social. Aujourd'hui, on a en gros des communautés qui sont énormes, 11 millions de personnes sur TikTok, 5 millions sur Instagram, etc. C'est des grosses communautés. Il y a à peu près 30 millions de Français qui voient un contenu brut chaque mois. Et même en termes de top of mind, pardon pour les anglicismes, en termes de top of mind, quand on dit aux gens information sur les réseaux sociaux, le premier média qui leur vient en tête, c'est Brut, devant des institutions comme Le Monde et Mediapart. Donc on n'est plus ce petit média dans une cave avec 5 journalistes qui essayent de faire du contenu. Maintenant, si vous voulez venir nous rencontrer, on a la gare Montparnasse, on a une centaine de journalistes, une centaine d'équipes de post-production qui travaillent en permanence sur la création de contenu. On est vraiment devenu une grosse institution. On n'est pas un média spécialisé dans la voile et on n'est pas non plus un média spécialisé dans le sport. On est un média généraliste. Nous, notre but, c'est de parler de ce qui intéresse les gens sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, dans notre storytelling, dans notre manière de raconter les histoires, quand on parle de sport, on va faire plus de vues que des médias spécialisés. Pourquoi ? Parce qu'on va justement intéresser les gens qui ne sont pas des ultra fans de sport. Quand on va parler, l'année dernière par exemple, quand on a parlé des Jeux Olympiques sur Brut, on a fait 1 milliard de vues sur les Jeux Olympiques, on a fait plus de vues que France Télévisions, alors qu'on n'avait pas les droits de diffusion. Et si vous avez déjà bossé avec le CIO, vous savez que vous montrez le début du commencement d'un athlète dans une compétition, vous vous faites striker dans la minute, voire votre page se fait éteindre par le CIO. Sans montrer une seule image de compétition, juste par le storytelling, juste en racontant des histoires, on a réussi à être le premier média sur les réseaux sociaux qui parlait de sport. Donc, nous, le sport, aujourd'hui, ça fait partie de la conversation sur les réseaux sociaux. Les gens, ils adorent commenter sur les réseaux sociaux le sport. Donc, c'est quelque chose qui forcément nous intéresse. Et forcément, la voile en fait partie. Je vous ai mis quelques exemples de sujets qu'on a fait récemment. Mais vous verrez, on essaye toujours de trouver des angles qui vont potentiellement être un peu différents. Et surtout, une manière de raconter les histoires que je vais vous développer juste après, qui va intéresser le grand public, même des gens qui n'ont pas le vocabulaire, pour qui la voile peut paraître un monde fermé, etc., etc. Donc pourquoi, voilà, une fois que j'ai fait cette longue introduction, pourquoi cette édition a été particulièrement conversationnelle ? Pourquoi il y a ces millions de gens qui ont parlé du Vendée Globe sur les réseaux sociaux ? Déjà, la méthode qu'on a utilisée, c'est qu'on a analysé les contenus qui ont été postés sur Brut. On a fait 42 publications sur Brut. Juste pour vous donner une idée, une journée classique de publication sur Brut, c'est à peu près 10 publications. Donc dites-vous que sur l'ensemble de la course, il y a quasiment 4 jours qui ont été dédiés à créer des publications sur le Vendée Globe. C'est énorme. Enfin, il y a très peu d'événements sportifs qu'on va à ce point couvrir. Pourquoi est-ce qu'on l'a autant couvert ? Parce que ça marchait. Parce que les gens, ils commentaient, ils regardaient les vidéos. C'est 4 fois plus que, en gros, en termes de vues, en termes d'engagement, c'est 4 fois plus que les éditions précédentes. Donc on a bien vu qu'il s'est passé quelque chose, donc on a regardé ces conversations, on a regardé ces vidéos et on a essayé de comprendre pourquoi. Premier learning, c'est il y a une écriture sociale qui s'est imposée, c'est le vlog. Le vlog, c'est une contraction de vidéo et de blog, c'est ni plus ni moins que le fait de se raconter, se filmer, et de se raconter face à la caméra et de partager ça dans une vidéo qui va durer 5, 10, 15, 20 minutes. C'est une manière de
de raconter qui va être hyper... c'est pas de la télé-réalité, c'est pas je montre quand je suis en train de prendre mon petit-déj, je montre mes enfants, etc. C'est pas ça du tout. C'est une écriture qui va vraiment être, je m'adresse face à la caméra, je te parle directement en te regardant dans les yeux, en tout cas c'est l'impression que ça donne quand on va regarder sur les réseaux sociaux, comme un ami qui se filmerait, qui posterait la story sur Instagram, sauf que là c'est un skipper, une célébrité, etc. et qui va montrer l'intimité, et encore une fois, pas une intimité maîtrisée, on va dire ça comme ça. Pourquoi c'est intéressant ? Déjà parce que du coup, il n'y a plus besoin des médias. C'est tout bête, mais avant, vous étiez un skipper, vous étiez une équipe, vous avez besoin des médias pour raconter ce qui se passe, vous avez besoin des médias qui viennent storyteller, raconter la course, etc. Aujourd'hui, vous avez les équipes, elles n'ont plus besoin de médias. Elles n'ont plus besoin, j'exagère un peu pour faire des effets de presse, mais aujourd'hui, ils sont eux-mêmes leurs propres médias. Ils sont capables, avec un iPhone... Ok, je ne sais pas si j'ai fait une bêtise. Ils sont capables, avec un iPhone, il faut savoir que les contenus bruts, à 95%, ils sont aussi tournés à l'iPhone. Alors c'est un iPhone avec un stabilisateur, etc., mais ça reste à l'iPhone. Tout le monde a un iPhone. C'est le truc qui est extraordinaire, c'est que c'est facile à embarquer en course. Dans plein d'autres sports, ils essayent de faire ça. Ocon en Formule 1, il vient de lancer sa chaîne YouTube dans laquelle il partage des vlogs. Le problème, c'est qu'il ne peut pas embarquer son téléphone quand il est dans une Formule 1. Donc ça manque. On a tout le sel, on a l'avant-course, on a l'après-course, on n'a pas pendant la course. Là, c'est génial, on a pendant la course. On l'a en quasi-temps réel. Et on peut se raconter soi-même sans avoir un média qui va faire son propre édito, faire son propre montage, etc. Donc ce renversement de paradigme, il est hyper important. Et résultat, la deuxième vidéo la plus vue sur Brut, c'est justement des best-of, ou en tout cas c'est des séquences qu'on a pu récupérer sur les réseaux sociaux, sur les réseaux des skippers, qui racontent justement de l'intérieur. C'est ce format vlog qui, nous, sur Brut, va trouver toute sa place. Deuxième learning qu'on a, donc voilà, il y a vraiment un enjeu d'écriture, de manière d'écrire les vidéos. Le deuxième enjeu, il est de ce qu'on raconte, le storytelling. Alors si vous n'êtes pas, je pense que maintenant c'est la 7e ou la 8e saison, donc beaucoup de gens ont entendu parler, mais Drive to Survive, ça a chamboulé à peu près tout le monde dans le monde du sport et dans le storytelling dans le sport. Drive to Survive, c'est donc ce show Netflix qui parle de Formule 1, où on voit, si vous suivez la Formule 1 uniquement via Drive to Survive, vous ne savez pas quel est le classement, qui a gagné quelle course, etc. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est les histoires. C'est de savoir quel pilote est ami avec quel pilote, qui se déteste, plutôt ça d'ailleurs, qui se déteste, etc., etc. Le GP Explorer, en ce moment, il y a tout un tas de créateurs de contenu qui organisent des courses, que ce soit le GP Explorer, le Pétanque Explorer, les compétitions de foot organisées par Amine. On parle de gens qui sont au niveau amateur de chez amateur. Ça n'a aucun intérêt sportif de suivre ces courses. Pourtant, vous avez des centaines de milliers de personnes qui regardent ça. Pourquoi ? Parce qu'on raconte une histoire. Finalement, qui gagne ? Presque c'est secondaire. Ça va être hyper important probablement pour vous qui êtes dans le milieu, etc. Pour le grand public, les gens qui vont nous suivre, qui vont suivre le Vendée Globe via Brut, savoir qui gagne, c'est presque secondaire. L'important, c'est l'histoire qu'on raconte. Et nous, du coup, c'est génial parce que ça nous offre la possibilité d'ouvrir sur plein d'angles différents. Aujourd'hui, quand on fait une interview d'un skipper, on va aussi lui poser la question, pas simplement lui poser la question, alors la course, c'était comment, etc. On va lui parler de santé mentale. On va lui dire qu'est-ce que ça fait d'être seul en mer pendant des semaines. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la transat ? Est-ce que quand on travaille, quand on est à deux, est-ce qu'au bout d'un moment on n'a pas envie de s'entretuer ? Comment est-ce qu'on se prépare mentalement à une course ? La solitude, comment est-ce qu'on gère la solitude ? Ça, c'est des angles, la santé mentale. Ça intéresse énormément, notamment les jeunes. Donc du coup, c'est hyper intéressant pour nous parce que on se retrouve avec, c'est de l'or. C'est des gens qui, d'un point de vue santé mentale, ont des choses passionnantes à dire. Sur les enjeux climatiques, il y a des vidéos. Là, on a fait cette vidéo notamment avec Biotherm. Encore une fois, on parle avant tout des enjeux climatiques. On parle de comment de connecter la voile avec un enjeu qui est hyper important pour la jeunesse du réchauffement climatique. Le handicap, c'est pareil, notamment au moment des Jeux, on l'a bien vu, énormément de conversations qu'il y a eu autour du parasport. Hyper important pour nous aussi d'en discuter. Nous, là, je vous révèle un peu la formule secrète de Brut, mais notre ligne éditoriale à Brut, quand on l'a définie comme ça. C'est quand on mélange l'actualité,
Il y a une course, il y a le Vendée Globe. La culture, donc le sport, tout ce qui... vraiment, nous, on inclut très largement le sport dans la culture, et l'intime. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous raconte, c'est quelqu'un qui partage son intimité. Donc ce mix-là, quand on arrive à faire ce mix-là, comme quand on le fait avec un skipper qui va nous parler à la sortie du Vendée Globe de sa santé mentale, ça marche. Et troisième learning, je pense que c'est un nom que vous allez entendre parler, dont vous allez entendre parler plusieurs fois aujourd'hui. Évidemment, il y a eu un vrai phénomène autour de Violette d'Orange, et ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi. Une fois qu'on a dit elle fait des millions de vues et il y a, je crois, 700 000 personnes qui la suivent sur TikTok, ok, mais pourquoi? Parce qu'en fait, elle incarne un peu ça. Cette incarnation, elle est hyper importante. Il y a eu ce phénomène aussi avant la course. C'est-à-dire que nous, on l'avait repérée avant la course. Bon, c'était pas non plus, elle était déjà elle était déjà connue, mais on l'a décidé avant la course de la suivre parce que justement, elle avait cette personnalité, elle avait les codes des réseaux qui pouvaient matcher avec notre audience. On l'a suivie dans sa préparation. C'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur Brut. C'est avant la course. Elle nous racontait juste comment est-ce qu'elle préparait ses affaires. C'est une vidéo très simple. La deuxième, celle-là, c'est la troisième vidéo qui a fait le plus de vues sur Brut. C'est avant son départ, le moment où elle nous explique, voilà, elle est avec ses proches et elle se sépare de ses proches. On a parlé avec elle pendant la course pour récupérer ses impressions. Et on l'a récupérée également après la course, où cette fois-ci, on était plus sur un angle avec sa famille, qui nous racontait justement ce que ça fait, parce qu'on parle toujours des skippers, mais on ne parle pas de ceux qui restent, et qui nous racontait de ce que ça faisait de l'attendre. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante ? En fait, tout simplement parce qu'elle a complètement intégré tous les codes, à la fois du storytelling. Donc, elle fait énormément de vlogs. Quand elle fait ce genre de format, comment je dors dans mon bateau tout seul, c'est exactement ça le vlog. C'est, je vais vous parler face caméra, je vais vous raconter mon intimité. Dans le même temps, elle fait ce storytelling. Elle nous parle finalement assez peu de la compétition en elle-même. Elle nous parle surtout de ses ressentis. Elle nous parle surtout de sa vision de la course. Et puis, elle l'incarne. Elle l'incarne elle-même, en étant elle-même, et avec naturel et authenticité. Et c'est ça qu'on cherche sur les réseaux sociaux. Donc naturellement, quand on a un profil comme ça, nous, sur Brut, c'est du pain béni, et ça va faire énormément de vues. Voilà, ça c'est juste pour dire que sur les 42 publications, on a quand même 24 qui la concernaient. Et sur l'ensemble des vues qu'on a pu réaliser, c'est 14 millions qui sont incarnés par elle. Une fois qu'on a compris tout ça, maintenant, que retenir pour la suite? Qu'est-ce que nous, en tout cas, chez Brut, on observe et on pense qu'il y a des opportunités pour vous, notamment en termes de communication sur les réseaux sociaux? Le premier, c'est qu'il y a une tendance sur les réseaux qui est en train de monter de plus en plus, qui s'appelle le Sale Talk. Donc, vous avez peut-être entendu parler du Book Talk, où c'est des gens qui partagent leurs conseils de livres. Et il y a également une tendance du Sale Talk, où c'est des gens qui sont pas forcément des professionnels, voire même qui juste partagent leur passion du sailing, de la voile, notamment parce que c'est quelque chose d'hyper photogénique et vidéogénique, je sais pas trop si ça se dit, mais ça marche bien sur les réseaux. C'est des superbes images. Donc il y a une vraie tendance aujourd'hui qui est en train de grossir, que nous on observe sur les réseaux et qui va vraiment nous driver. Et il y a de plus en plus de créateurs. C'est un peu la tendance chez les créateurs d'aller s'intéresser à un sport et d'organiser une compétition dans ce sport. Il y a eu la boxe aussi récemment avec DTR Fight. Aujourd'hui, il y a des créateurs comme Luciole qui a lancé justement les Vendée Vlogs, dans lesquels ils vont raconter quand ils sont en mer et le faire en format talk. Donc pour nous, il y a des énormes opportunités pour vous. Autre opportunité, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point il y a 1 milliard d'histoires qui sont autour de votre milieu, qui peuvent passionner le grand public et qui nous, à chaque fois qu'on fait des vidéos dessus sur Brut, ça marche hyper fort. Il y a évidemment, encore une fois, la course, mais il y a les sujets d'innovation. Nous, quand on parle de tout ce qui, comment fonctionne un bateau, de comment certaines technologies qui ont été développées pour la voile peuvent se transposer dans la vie de tous les jours, c'est passionnant. La vie en mer, vous l'avez vu, la plupart des vidéos qu'on faisait, c'était évidemment aussi centré là-dessus. Les enjeux sociétaux, il y a de plus en plus de femmes qui s'inscrivent, notamment à la prochaine Transat Café L'Or. Il y aura énormément de femmes, c'est un truc qui est hyper important. Et Virtua Regatta, c'est évidemment aussi un phénomène. Et puis il y a même des films qui en ont été tirés, donc c'est bien la preuve qu'il y a plein d'histoires. Nous, ça, c'est des choses qui vraiment vont nous intéresser. Et enfin, le dernier point, vous avez aussi la chance d'être dans un sport dans lequel les marques sont présentes depuis le début et dans lequel les marques sont parfaitement intégrées de manière naturelle.
peut-être si, d'un point de vue externe, le petit reproche, entre guillemets, ou en tout cas, ce qui est dommage, c'est qu'on a l'impression que les marques en parlent beaucoup au moment de la course et n'en parlent pas forcément beaucoup tout au long de l'année. Alors que nous, en réalité, on aimerait suivre des skippers, on aimerait suivre des projets qui se montent tout au long de l'année et pas seulement au moment de la course. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, il y a des histoires à raconter quand on est une marque qui vont au-delà de simplement je pose mon logo sur une voile. Il y a vraiment plein d'histoires qui peuvent être racontées. Et si vous voulez en parler, on est là avec Alice. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, Yon. Tu vas rester là? Non, reste là. Très bien. Un grand merci. Bravo pour le timing. Très impressionné. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si quelqu'un peut venir prendre le... Moi, je ne vois pas. J'ai des projecteurs, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour. Je voulais savoir quelle était la part des contenus qui sont sponsorisés ou que vous vendez. En règle générale ou sur le Vendée Globe? Alors, je réponds aux deux. En règle générale, en fait, on se limite. Sur Brut, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 1, voire 2, parce que comme on est sur plusieurs plateformes en même temps, on peut en imaginer 2, contenus qui soient sponsorisés et qui soient publiés sur Brut. Tout simplement parce que on a envie de préserver l'écrin éditorial et on n'a pas envie que plusieurs marques soient ensemble au même moment. Par contre, nous, la manière dont on envisage les contenus sponsorisés sur Brut, c'est que vraiment, ça doit s'intégrer dans l'édito de Brut. On voit d'autres médias qui prennent le choix justement d'avoir, de ne le faire incarner que par des créateurs de contenu ou de vraiment le sortir de l'édito classique. Nous, on le traite comme un édito, vraiment comme on ferait une vidéo normale, ce qui nous amène souvent d'ailleurs à dire non à des annonceurs parce que du coup, ils ne veulent pas nous suivre là-dessus. Donc voilà, on limite. Et quand c'est sponsorisé, est-ce que c'est signalé quelque part? Bien sûr, ça on est légalement obligé, c'est la RPP qui nous oblige. C'est signalé de différentes manières. Déjà, si on voyait si vous voyez le post en entier, il y a écrit en collaboration commerciale avec et le nom de l'annonceur qui est affiché. Donc oui, non, bien sûr, c'est très transparent. Parfois, on met le logo aussi pour bien signifier, on fait le logo tournant, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, Sébastien, en premier rang. Lève bien la main, Sébastien, qu'on puisse te repérer. Merci. Dans le prolongement de la question de Jean-Baptiste, c'est quoi votre modèle économique justement sur ces partenariats? C'est un nombre de vues garanti, un nombre de publications? Comment est-ce que vous pouvez fonctionner en fait? Ouais, c'est un nombre de vues garanti. En fait, la manière dont on fonctionne quand on fait un partenariat, on s'engage, dès le départ, on s'engage à un nombre de vidéos qu'on va créer, un nombre de publications, et on s'engage sur des KPI. Nous, aujourd'hui, c'est de la vidéo vue, puisque c'est essentiellement ce qu'on fait. Après, il y a des moyens de faire des clics, du reach, etc. Mais le principal KPI sur lequel on s'engage, c'est la vidéo vue, ouais. Et au global, le modèle économique de Brut, c'est des partenariats sponsorisés, mais aussi de la marque blanche. Ils sont juste les uns à côté des autres pour les questions. Ça y est, j'ai le micro. Merci sur la présentation. Mais c'est très orienté Vendée Globe, c'est l'actu aussi, mais d'une manière générale sur la course au large sur les 3-4 dernières années. Est-ce que tu vois le même potentiel ou comment tu compares ça? Ouais, encore une fois, la course en elle-même, de toute façon, est un peu secondaire. J'exagère, c'est l'histoire. Donc nous, on a parlé, la vidéo, par exemple, cette vidéo-là qu'on a fait avec EDF, on l'a fait il y a un an, complètement avec Charline Picon, on l'a fait complètement décorrélé du Vendée Globe. En l'occurrence, là, c'était plutôt dans sa prépa pour les JO. Mais on était 6 mois avant les JO, etc. Donc non, nous, encore une fois, c'est vraiment les histoires qui nous intéressent. Et finalement... c'est toujours bien quand il y a un contexte en plus, quand il y a une course. On sait que ça peut donner un petit boost, mais l'important, c'est surtout l'histoire. Oui, et moi j'aurais voulu savoir en termes de coût, combien ça coûte pour un annonceur de faire une campagne chez vous? Alors ça dépend, il y a beaucoup de critères qui vont changer. On fonctionne en package, donc avec la production du contenu et la
publications sur Brut et les KPI sur lesquels on s'engage. Et ça commence à 20 000 euros, et puis ça peut aller... on a des annonceurs, hein, par exemple Google, Chromebook, Chrome tout court, qui eux, ils ont beaucoup de budget, mais ils ont très peu de temps pour valider. Donc on fait une vidéo, par contre on vous met un budget d'amplification énorme, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Mais donc, ça commence à 20. Je vous demande de vous présenter quand vous posez des questions, à la fois pour notre intervenant et pour les autres gens dans la salle. Ok, Sébastien de chez TR Racing. Moi j'ai une question, tu parlais de la production de contenu. Ouais. Est-ce que ça veut dire que vous créez intégralement le contenu? Comment il est partagé avec la personne qui commande, qui d'une certaine manière achète la campagne? Est-ce qu'il y a des process de validation? Enfin, c'est quoi votre process en fait? Bien sûr. Il y a, sur les sujets qui sont en partenariat, alors si c'est publié sur Brut, d'ailleurs c'est à peu près le même process, même si c'est pas publié sur Brut, on va d'abord se valider l'angle ensemble. Ensuite, on va se valider le casting. Alors parfois c'est nous qui arrivons avec un casting parce qu'on a déjà une idée très précise. Je sais pas, on veut un expert et on dit tel expert, on le connaît, il est super. Ou il y a tel créateur de contenu, il est super. Parfois c'est vous. C'est l'annonceur qui arrive et qui nous dit moi j'ai déjà un partenariat avec tel skipper, donc voilà. Ensuite on fait valider un script. C'est un script de questions. Nous, l'objectif, c'est que ce soit authentique, naturel. Si on commence à écrire les réponses, les gens ils vont vouloir répéter exactement mot pour mot ce qu'ils ont écrit. Ça devient, c'est plus du tout authentique et naturel. Et on ne partage pas les questions en amont avec la personne qu'on va interviewer. On lui dit de quoi on va parler, on la prépare, mais on lui pose pas précisément les questions. Sinon, on sait très bien que dans la nuit, ils vont réfléchir, je vais dire ça comme ça, et puis à la fin, c'est plus naturel. Donc, on partage le script. Et après, on envoie les vidéos en validation avant qu'elles soient publiées. À ce moment-là, ça va pas, il a dit tel truc, je suis pas d'accord, il a cité tel concurrent, je sais pas quoi, voilà, on coupe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une toute dernière? Moi, j'en ai juste une, Ion. Oui. Vous traitez d'autres sports que la voile, évidemment. Oui. Est-ce qu'il y a un autre sport qui, en termes d'impact ou d'audience, est comparable à la voile et qui fait autant de bruit, entre guillemets, que la voile, notamment dans le cadre d'un Vendée Globe? Parce que tu dis, on n'a pas forcément besoin de la compétition, mais la compétition est un amplificateur naturel du sujet, quand même. Donc c'est mieux s'il y a une compétition. Ouais, complètement. Donc est-ce qu'il y a d'autres sports qui sont un petit peu comparables au sujet que peut générer la voile et à l'audience que peut générer la voile? Bon, évidemment, quand il y a des événements internationaux comme les Jeux Olympiques, Coupe du Monde, Euro de foot, etc., c'est énormissime. C'est tout aussi comparable. Mais honnêtement, en termes d'événements qui sont... par exemple, tu parlais de l'UTMB dans ton introduction. Aujourd'hui, l'UTMB, on voit, nous, que c'est en train de grossir en termes de conversation. On a des signaux faibles qui nous indiquent que c'est vraiment en train de monter. C'est pas encore comparable au Vendée Globe. Voilà. Mais on voit que c'est en train de monter et on s'en reparle dans 4 ans et ce sera peut-être pas la même chose. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas énormément, en tout cas, qu'on a pu couvrir autant et dont on a pu avoir autant de potentiel. Ok, très bien. Eh ben, un grand merci à toi. On peut l'applaudir.